Bonjour à toutes et à tous. On attend les participants. Il y a quelques-uns déjà en ligne, mais on va attendre quelques-uns d'autres. Il est l'après-midi pour moi, mais peut-être que pour vous, c'est le matin. Celui-ci est le quatrième ou cinquième webinaire d'une série de webinaires que nous avons organisés pour les parties prenantes par rapport à la révision des normes ASI. Nous avons eu déjà des webinaires sur le processus de révision, ainsi que des webinaires sur la circularité, sur la chaîne de responsabilité. Et aujourd'hui, on va parler de l'aspect climat, de nos standards, de nos normes. Alors, si vous allez sur notre site internet, je vais vous partager le lien, vous allez voir toutes les informations sur le webinaire dont je parle. Alors, n'hésitez pas à aller sur le site. Si vous voulez aller plus en profondeur sur la révision des normes et tous les sujets dont j'ai parlé, nous avons de l'interprétation simultanée vers le français et vers l'anglais. Alors, si vous voulez accéder à l'option d'interprétation, vous devez cliquer en bas de votre écran. Il y a l'icône d'interprétation et vous allez choisir le français ou l'anglais selon votre préférence. Et puis, de cette façon, vous allez m'entendre en français et puis vous allez entendre les questions soit en anglais ou en anglais, en français ou en anglais. Avant de commencer, nous sommes en conformité aux règles de antitrust. Lorsque nos conversations s'approchent des sujets qui ne sont pas conformes aux règles de antitrust, vous pouvez nous dire, on peut prendre les mesures. Nous reconnaissons les peuples autochtones et les communautés locales en respect leurs croyances et leur patrimoine culturel. Et nous rendons hommage aux aînés d'hier et d'aujourd'hui. Ils sont une partie essentielle dans la gouvernance de ASI et ils ont eu un rôle très important dans les consultations précédentes des normes. Nous avons une session interactive, on espère. Nous avons l'option de Q&A, de questions et réponses qui est en bas de votre écran. Alors n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez utiliser le chat, mais j'arrive pas à le voir. Donc, si vous envoyez vos questions, que ça soit sur le Q&A, l'option de réponse et questions et réponses, pardon. N'hésitez pas à poser vos questions lors du webinaire. N'attendez pas à la fin. Alors, je vous encourage à poser vos questions à tout moment. Il y aura un espace pour quelques questions et réponses à la fin, mais on ne garantit pas d'avoir beaucoup de temps et à la fin. Alors aujourd'hui, on va parler de la révision que vous connaissez déjà. Ce sont des changements structurels aux standards de performance. Et puis, on va parler du côté du volet climat, l'alignement net zéro, adaptation et résilience. Vous allez voir qu'il y a quelques changements
au contenu existant, il y a d'autres contenus qui sont totalement nouveaux. Nous allons également utiliser des sondages en ligne. On va vous poser des questions sur vos opinions par rapport à quelques sujets. Ces sondages ne sont pas des sources d'informations officielles pour notre consultation, mais cela nous aide à guider la conversation. Alors, s'il vous plaît, participez de ces sondages. Ça nous aidera beaucoup lors de ces webinaires. Par rapport aux révisions des normes ASI est liée aux normes de performance et la chaîne de, de responsabilité, ainsi que les cadres des normes, c'est-à-dire les réclamations, la guide de réclamation et plainte, et les directrices qui seront développées tout au long de cette année. Nous sommes maintenant dans la première des deux consultations publiques. C'est une consultation de 60 jours qui est une demande de notre code de conformité, c'est-à-dire il faut avoir ce type de consultation. Alors, on parle de deux périodes de 60 jours. Alors, cette première consultation est notamment très importante parce que la deuxième consultation sera un peu de perfectionnement. Et quelque chose à noter, c'est que à travers cette consultation, le document, le brouillon des normes de performance et de chaîne de responsabilité, c'est un travail qui est fait depuis plus d'un an avec des experts, le Forum des experts autochtones et notre comité de normes qui ont fait tout ce processus de consultation et de rédaction des brouillons. Mais votre feedback, votre retour est très important pour tout ce processus, pour vérifier s'il y a des choses qui nous manquent, si tout est implémentable et pour comprendre ce dont on a besoin pour 2026. De cette façon, l'idée, c'est d'être mise à jour d'ici 5 ou 6 ans. Cette consultation, comme j'ai dit, ça dure 60 jours et on n'est qu'au début de cette consultation. Alors, j'espère que vous soyez prêts et prêtes pour nous donner votre retour que nous allons intégrer dans notre consultation, dans notre analyse et qui sera utilisé par nos comités pour raffiner justement ces documents. Il est important de vous entendre en tant que partie prenante pour bien nous développer. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est nous avons besoin de votre retour pour nos brouillons, pour notre plan de ASI d'ici avril, fin avril. Par rapport à la structure des standards, il y a quelques ajustements que nous avons faits. Nous avons une thématique ESG. Plusieurs de ces critères basés sur des preuves. Par exemple, le système de gouvernance a été déjà mentionné dans d'autres versions. Nous devons éviter des conflits. Alors, c'est pour ça que nous avons changé la structure et nous avons inclus que des éléments essentiels
Par exemple, gouvernance, système de gestion et approvisionnement responsable et diligence raisonnable. Et puis, des sections thématiques se trouvent dans ces cinq éléments à côté, donc entre quatre climats et huit droits des travailleurs. Il y a aussi des sections modulaires qui sont liées à des activités spécifiques de la chaîne approvisionnement entre le 9 et le 11, fermeture des mines, et déplacement et réinitialisation. Alors, on va passer à la partie de climat, section 4. Parmi ces sections, vous allez voir une reformulation de comment les critères sont articulés. Dans la troisième version, les critères étaient plutôt narratifs, c'est-à-dire que lorsque les auditeurs révisaient les preuves sur les critères, ils auraient l'opportunité d'avoir plusieurs interprétations des critères ou un manque de demande où l'entité pouvait avoir des interprétations diverses des critères et cela entraînait des, des difficultés. Alors, dans cette nouvelle version, nous avons spécifié les demandes à travers des demandes individuelles selon chaque critère. La conformité est toujours évaluée au niveau des critères, mais les exigences associées sont désormais présentées séparément. Un autre changement, vous le voyez ici vous voyez leading practice, il y a une différenciation. Les entités qui respectent les pratiques applicables dans un domaine thématique peuvent revendiquer le statut de pratique exemplaire. C'est les entités qui respectent en 70% des pratiques exemplaires applicables. Ils peuvent avoir l'opportunité d'avoir plusieurs thématiques liées à ces pratiques exemplaires. Voilà juste les aspects plus amples. Et si vous voulez aller plus en profondeur, n'hésitez pas à vérifier notre site internet où il y a toutes les explications sur les webinaires, les enregistrements des webinaires précédents, et puis deux façons de réunir ou d'avoir votre feedback. C'est un sondage avec des questions stratégiques, avec plusieurs options de réponse. Et puis, il y a un document Excel qui recueille des informations spécifiques sur des exigences spécifiques. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre retour qui est, comme je dis, très important avant la fin d'avril. Le type de questions que je vais poser aujourd'hui sont similaires aux questions dont j'ai parlé, qui se trouvent dans les formats dont je viens de parler. Alors, passons aux exigences. Juste un instant, je vais voir s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions, ok. Cependant, il nous reste du temps pour que vous posiez vos questions. Alors, on va parler maintenant de la nouvelle version 4. Dans la version 3 de développement, on se concentrait
Si vous voyez les audits, les rapports des audits précédents, on voit beaucoup plus de transparence dans les rapports des gaz à effet de serre. Si vous voyez la publication séparée des données des portées 1, 2 et portée 3. Il y a plus de comparabilité parmi les entités et les informations qui sont dévoilées. Par exemple, pour l'aluminium primaire, on voit beaucoup plus d'informations claires sur les entités qui travaillent avec ASI dans la provision d'aluminium. Alors, dans la version 4, vous n'allez pas voir beaucoup de changements. En fait, nous avons en fait réduit les informations sur, par exemple, l'énergie parce que la clarification a été assez présente dans la première version, que les entités se disent pourquoi avoir tellement d'informations lorsque nous avons déjà eu des informations climatiques dans les directrices. Alors, vous allez voir une réduction de demande de GSG. Il y a par contre un nouveau critère pour garantir que, que la trace de carbone sur la valeur en termes de changement. Alors on se demande à quel point il est facile de générer du changement à travers ce critère. Il y a des pratiques exemplaires sur la clarification d'informations. Nous avons vu si l'entité fait des processus spécifiques de clarification d'informations, ça peut surpasser les exigences minimales. Il y a une question sur le chat, sur le slide précédent. C'est sur la discussion, sur certification. Alors, on pourrait aborder cette question avant de continuer. Oui, il y a une logique interne. Alors, si la divulgation sous 4.1 ou 4.1.2 de gaz à effet de serre, si ces divulgations est, est au niveau de business ample, on espère que 4.1.1, donc sur la trace de carbone, que ça ait la même portée. Mais si la divulgation, c'est au niveau de terrain, d'un 4.1.1, ça devrait avoir une divulgation au niveau de terrain. Et si cela est problématique, il faudrait savoir qu'est-ce qui pose problème. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous informer s'il y a des soucis par rapport à ça. Par rapport à la divulgation, il n'y a pas beaucoup de changements, mais il y a la question des émissions des fonderies.
Et par rapport à ça, nous avons le premier sondage. Et en 4.3, nous allons parler des seuils dans la version 3. Parler des émissions des fonderies et les seuils des émissions ne devraient pas dépasser. Lorsque nous allons dans la version 4, il y a plusieurs options sur comment on traite ces seuils de fonderie. Mais je pense qu'il faut dire que, en gros, le processus, de début à la fin, a un changement. Dans la quatrième version, on va changer les informations sur les matières recyclées d'aluminium. Et de cette façon, on garantit qu'il n'y a que les métaux électrolytiques dans le seuil. Alors, tout seuil dont on parle pendant les prochaines minutes, c'est lié au processus de début à la fin, sont du contenu recyclé. Pour le moment, il n'y a aucun changement et développé dans la prochaine phase de révision. Alors, quelles sont les deux options pour les seuils des fonderies? La première option, vous allez voir sur la, l'enquête ou le sondage, c'est maintenir les, les restrictions minimales de seuil. Notre équipe a passé beaucoup de temps à réviser ce seuil et à se demander s'il y avait des opportunités d'augmenter ou de réduire les seuils. Et il y a, et en fonction de sources d'énergie, il- on peut augmenter la quantité d'aluminium qui est traité ou qui est couvert ou capturé. Alors, si on avait un seuil minimum, il faudrait retenir 11 tonnes comme niveau qui exclut d'autres types d'énergie. Ce serait critique pour la crédibilité de ASI pour quelques-uns. Et pour d'autres, c'est une manière d'exclure, parce que la plupart de la production primaire d'aluminium des certifications d'ASI est non seulement les gaz à effet de serre, alors il n'y a pas une opportunité d'effectuer des changements par rapport aux communautés, droits des travailleurs, nature, etc. Alors, apparemment, la barrière d'entrée autour d'un seul problème exclut une partie de l'industrie. Une deuxième option propose d'éliminer ce seuil et de dire que toutes les entités doivent décarboniser. Alors, pourquoi avoir ce seuil de performance? Alors, voilà, ce sont les deux options. Maintenir les 11 tonnes par tonne ou les éliminer. Parmi ces deux options, il y a l'introduction d'une pratique, d'un seuil de pratique exemplaire. Reconnaître la base production. Et ce niveau a été établi dans le brouillon à 5 tonnes per tonne. Alors, on voudrait avoir votre feedback, votre retour par rapport à ces options
et par rapport à quel point ces proportions sont appropriées. Ou voir s'il y a d'autres quantités qui sont justifiables. Ceci est très important. Si on voit le sondage, je vois que six personnes ont répondu au sondage, je vais le dire. Nous avons eu 20 réponses. Il faut dire que les réponses sont assez différentes. Alors, la partie est de la planète s'est concentrée sur l'option B, la deuxième option. Et vous, la cohorte de l'Ouest que l'Europe, pense plutôt à l'option A, à maintenir le seuil. Alors, ça dit beaucoup des dynamiques globales, mais c'est pour ça que ce feedback nous aide beaucoup pour la consultation et voir comment on peut agir par rapport aux émissions. Mais nous avons besoin de votre retour. Donc, n'hésitez pas à continuer à répondre au sondage de SurveyMonkey et le document Excel. Je pense on voit pas les résultats des sondages. Voilà, j'attendais juste plus de réponses. Je pense que ce matin, nous avons eu 21 personnes, si je me trompe pas. Et là, maintenant, nous avons 7 ou 6 réponses. Par contre, là, vous avez les options pour la consultation. Je vais lancer un autre sondage, d'autres sujets. Maintenant, sur Net Zero, les plans de transition climatique. C'est par rapport à la version 3. Et sous la version 3, nous avons la réduction, les critères de réduction de gaz à effet de serre qui disent que les entités doivent établir des objectifs et démontrer la performance contre ces objectifs et pour montrer les réductions des émissions. Nous, a- nous faisons une expansion de ces critères d'expansion dont on va parler plus tard, mais nous ajoutons aussi des critères qui sont plus amples liés au net zéro. Donc, nous allons voir des nouveaux critères sur des émissions, sur empêcher de nouvelles émissions et sur le financement climatique. On se concentre sur la réduction des émissions, mais il y a des éléments supplémentaires qui font partie de la nouvelle version. L'établissement des objectifs. Vous connaissez. À travers la version 4.3, on sait que ASI a un plan pour l'objectif 1,5 degré et la façon dont on attend que les entités démontrent qu'ils ont aligné ou conforme à cet objectif de 1,5 degré applique pour toutes les entités et peu importe leur position dans la chaîne de valeur. Cette méthode a été faite pour les entreprises d'aluminium qui utilisaient des objectifs basés sur la science, c'est-à-dire 1,5 degré, et on cherche des méthodes liées spécifiquement à l'aluminium. Nous avons eu, nous avons réussi par rapport à cette méthode dans nos entités, mais ce qu'on entend souvent
c'est qu'il y a beaucoup entités, entités qui ont d'autres façons de s'aligner à l'objectif de 1,5 degré. La question, c- Leur question, c'est pourquoi est-ce que je dois continuer à utiliser votre méthode si nous avons notre propre méthode si aussi? Pourquoi est-ce qu'on se concentre sur moi s'il y a en même temps d'autres émissions, d'autres entités qui produisent beaucoup plus que nous? Et c'est pour cela que dans la quatrième version, vous allez voir que pour la plupart des activités de la chaîne d'approvisionnement, on étudie l'idée de permettre d'autres méthodes d'établissement de fixation d'objectifs. On dit si vous avez un objectif basé sur la science, validé, ça peut être utilisé en tant qu'évidence pour la conformité pour ce critère de fixation d'objectifs climatiques. Il y a des changements significatifs. Je vois beaucoup de soutien pour ceux qui ont répondu au, au sondage. Par contre, pour les fonderies, la méthode ASI qui est utilisée beaucoup, qui a été demandée et qui est basée sur la science, la méthode de ASI continue au reste la méthode principale pour les critères. C'est l'exigence minimale. Et pour l'autre activité d'approvisionnement, on leur dit si vous avez une autre méthode, vous pouvez les présenter, tandis que ça soit basé sur la science. Il est important et c'est une façon de répondre à la réalité des 5 dernières années et la fixation d'objectifs par des entités non primaires. L'établissement d'objectifs, c'est une chose, et puis une autre chose, c'est la performance par rapport à ces objectifs. Dans la troisième version, la méthode ASI est obligatoire et ce qu'on a constaté et ce qu'on attend, c'est que ces, cette méthode de 1,5 degré sont pas réalistes au long terme pour plusieurs partenaires. C'est pour cela que nous avons développé un processus d'exception pour combler des vides de non-conformité pour les entités qui ne peuvent pas démontrer cette conformité de 1,5 degré. On ne veut pas que ça arrive dans la version 4 et d'avoir des processus d'exception. Je vois qu'il y a une question sur ce qui est crédible pour ASI et les méthodes crédibles ou acceptables d'ASI. Voilà, on va en parler plus tard sur les méthodes acceptables. Je pense que notre groupe de travail sur le climat va tenir cela en compte et le numéro va rester assez petit, mais on ne devra pas attendre la version 4 des standards pour ajouter ces informations. Il y aura une liste, un processus dynamique, un processus de révision avec le comité des standards, le comité normatif. Pour le moment, je pense que la liste de méthodes acceptées sera assez réduite. Le processus d'exception, on ne la veut pas dans la version 4, mais on veut continuer l'engagement avec le 1,5 degrés et reconnaître que 1,5 avec la méthode ASI est très compliqué au court terme. Ce n'est pas impossible. Il y a 10% à un cohorte des partenaires qui démontrent cet alignement, cette conformité avec le 1,5%, mais 90% peuvent pas le constater ou
le montrer. Il est possible, mais il est très difficile. Il y a des défis structurels, par exemple, qui vous permettent pas d'atteindre cet objectif, mais pour d'autres, ceci est possible. Alors, 1,5, la méthode de 1,5 d'ASI change et n'est plus la méthode principale. Alors, quel serait l'objectif minimal? Selon les retours que nous avons eus, et Chelsea et nous, nous avons reçu un appel d'un décor industriel qui disait, du point de départ, il y a une différence. Ceux qui sont déjà bas en carbone vont trouver des difficultés et ceux qui émettent plus grande quantité, pour eux, sera encore plus difficile. Nous avons évalué les différentes responsabilités. Alors, pour quelques identités, il y a deux niveaux de performance de base, 1% par an ou 2% par an, selon le seuil de 5 tonnes par tonne. Pour les moyens et petites émissions, je parlerai de contenu recyclable. Alors, parlons des métriques de performance. Alors, vous pouvez voir sur l'écran les différentes approches selon où vous vous trouvez dans la chaîne d'approvisionnement. Il y a des options pour démontrer votre performance. Si vous êtes au milieu, voyez qu'il faut démontrer du contenu recyclable ou de la réduction de votre trace de carbone. Ou si vos émissions sont réduites, vos options sont limitées par rapport aux exceptions du critère. Vu que nous n'avons pas beaucoup de temps, je ne vais pas vous montrer toutes les informations, mais le message, c'est il faut différencier la performance selon où vous vous trouvez dans la chaîne de valeur et selon votre point de départ. Ça peut ajouter de la complexité, mais l'idée, c'est de se concentrer sur les spécifiques de votre rôle dans la chaîne de valeur. Donc, il faut voir quel niveau vous vous trouvez en termes de performance et quels sont vos niveaux d'émission. Et de cette façon, les métriques changent. Voyez ces informations qu'on va également publier sur notre site. Nous avons parlé de ces éléments, spécialement pour les grandes émissions, par rapport aux actions nécessaires pour produire les changements qui nous mènent vers les 1,5 degrés. Cela va pas arriver vite fait ou d'une façon linéaire. Cela a besoin des ressources actuelles pour avoir un impact en 2030 et plus tard. C'est pourquoi nous avons un nouveau critère de financement climatique pour que les entités démontrent qu'ils ont, qu'ils sont les ressources pour arriver, pour atteindre ces objectifs. Parce que les entités disaient, bah, d'ici à 2030, on va pas y arriver, mais au moins depuis aujourd'hui, ils peuvent démontrer qu'il y aura des bonnes conséquences à l'avenir. Alors, nous avons ce critère sur le financement climatique. Il y a une exigence minimale sur les ressources qui doivent être allouées pour démontrer que vous êtes près des objectifs, de l'objectif 1,5 et qui a les ressources approuvées pour atteindre ces objectifs au moyen terme.
C'est les objectifs dont on a parlé plus tôt. Par rapport à la réduction des émissions, il n'y a pas une exigence minimale. On demande que les entités qui développent des produits comprennent non seulement l'idée de réduire les émissions de leur processus, mais il faut comprendre les impacts de leurs produits selon la portée 3 dont on parlait. Une exigence est liée à l'analyse, comprendre l'impact, et puis une autre pratique exemplaire est liée à la mitigation ou à la réduction des émissions et à leur identification tout d'abord. Ceci est difficile parce que c'est lié à la compréhension des émissions réelles, la compréhension de qui pourrait entraîner au long terme et quelle serait votre influence. Ça peut être difficile d'analyser, ça peut être un peu compliqué. Alors ça aurait besoin de beaucoup de directrices. Je voudrais savoir si ces critères ou si on peut même voir des preuves par rapport à ça pour voir est-ce que les critères sont valides et si on peut avoir des preuves et des données comparables. Alors, ces critères sont assez spécifiques sur la chaîne de valeur et les pratiques. Et puis, finalement, par rapport à la conformité net zéro, c'est sur l'absorption des émissions. Ceci est nouveau. On, s- on va parler des spécificités des critères des émissions zéro, mais il faut dire d'abord que le secteur d'aluminium émet 1 billion de tonnes de- d'émissions et nous avons un budget alloué. Alors, sans une réduction d'émissions, on aurait une fenêtre de 15 ans pour optimiser ce budget. Alors, pour suivre l'objectif de 1,5, il faut euh, réduire les émissions. Le premier, la première demande selon ce critère, en tant que critère de base, c'est que les entités doivent comprendre et pas publier cela, mais il faut comprendre les émissions accumulées depuis 20 ou 25. Alors, ce n'est pas un rapport, mais une compréhension des obstacles de votre entité et vos processus depuis les 20 ou 25 dernières années. Il faut avoir des estimations, du coup. Ils ne doivent pas être publiés, dévoilés publiquement. Alors, les messages que j'ai entendus depuis les parties prenantes industrielles, c'est premier qu'il est trop difficile de faire ces estimations. Il y a beaucoup de changements
Alors, c'est difficile pour les entités. Et deuxième, quelle est la valeur de cela en ce qui concerne les vrais changements? Alors, ce sont des questions qu'on pourrait répondre. On pourrait dire, on pourrait souligner que le changement est produit par la compréhension de ce qui se passe chaque année et comment les émissions ajoutent du poids, arriver ou pas arriver à l'objectif 1,5. Que vous voyez en bleu, c'est la différence entre les secteurs et les émissions et l'objectif 1,5 degrés. Et puis la partie en jaune, c'est lié au budget. Alors, il y a un obstacle qui devrait entraîner une baisse des émissions. Et puis, nous avons le deuxième élément qui est pris presque mot par mot des standards net zéro, qui est un standard qui sera bientôt lancé. Il applique pour les industries et les entités de moyenne et haute échelle. Pour nous, c'est une demande de base qui dit les entités qui sont responsables pour au moins 1% de leurs propres émissions peuvent entraîner des actions comme des crédits de carbone tous les ans. Et cela, c'est en plus des réductions, de réduction de 1 ou 2%. C'est additionnel aux exigences de base. Il y a une deuxième pratique exemplaire pour harmoniser avec la science et qui dit que les entités doivent être responsables de leur plan de transition climatique et qui doivent achever un 100% de leurs émissions actuelles d'ici 2050. Selon vient du rapport des émissions net zéro, la deuxième version qui sera bientôt lancée et pour l'instant c'est le langage que nous avons gardé. Et finalement, un nouvel élément, on en a parlé, on a parlé de la gestion des risques climatiques et de l'adaptation à cela. Cette partie est plutôt incertaine, liée au climat. Ce n'est pas aussi clair que d'autres éléments comme la fixation, l'établissement d'objectifs, mais même si un peu de, s'il n'est pas très clair, on espère que ces critères seront beaucoup plus matures d'ici 2036 par rapport à plan d'adaptation, à l'implémentation des plans d'adaptation. Vous voyez, là, les demandes de base, c'est l'adaptation à la résilience et au plan de transition climatique de la part des entités. Il y a beaucoup de guides, de directrices qui peuvent être développées. Donc, ces demandes sont plus flexibles en termes de langage, mais seront très importantes d'ici 5 ou 10 ans.
Si vous avez des retours par rapport à ces critères, n'hésitez pas à nous dire. Et donc, je pense qu'il nous reste quelques minutes pour des questions et des réponses. Je vais juste partager le sondage. Il y a beaucoup d'informations que je vous ai données en 50 minutes. Il y a beaucoup des nouvelles idées, des langages normatifs, du langage normatif. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, je vais vous donner quelques instants pour réfléchir, voir si vous avez des questions, sachant que vous avez plusieurs manières de nous envoyer votre feedback, vos commentaires, que ça soit spécialement à travers ce lien sur l'écran de SurveyMonkey. Là, vous pouvez nous donner votre feedback non seulement sur le climat, mais sur tous les standards de la chaîne de responsabilité. Vous pouvez également vous concentrer sur certains sujets. Vous ne devez pas tout répondre si ça vous intéresse pas, mais c'est un outil, je pense que c'est le meilleur outil pour recevoir votre feedback. Les questions par rapport au climat sont liées au seuil des fonderies, par exemple. Est-ce que vous voyez de la valeur dans le fait de continuer à avoir un seuil minimum ou est-ce qu'on devrait le, le changer? Est-ce qu'il y a des opportunités pour des pratiques exemplaires des fonderies et à quel niveau est-ce qu'on devrait établir ces objectifs pour les fonderies? Et puis, par rapport à l'établissement d'objectifs, on pourrait avoir votre feedback. Ce serait très intéressant de l'avoir, savoir si vous êtes pour ou contre. Il y a une question sur le chat sur les différentes façons de donner le feedback ou le retour. Il y a un document Excel et et l'enquête à travers surveymonkey.com. Il y a ces deux façons de nous envoyer votre retour sur les sujets climatiques dont on a parlé aujourd'hui, les seuils, etc. Et on essaie justement de quantifier les opinions des parties prenantes et on aimerait bien avoir vos justifications. Vous pouvez inclure tout ça dans les ressources dédiées pour collecter votre feedback. Mais il faut dire que vous ne devez pas mettre le même commentaire dans les deux sources. C'est pas nécessaire. Il y a une question de Donna, merci, sur l'évaluation pour déterminer le pourcentage des entreprises qui pourraient achever atteindre les objectifs. Parce que atteindre ces objectifs de conformité entraîne parfois des dépenses supplémentaires. Avec le seuil des fonderies, nous avons inclus une 60% de l'industrie mondiale. Mais par exemple, des émissions accumulées depuis l'année 2000,
C'est là où il y a beaucoup d'efforts. On peut se dire, OK, quelle est la valeur pour moi? Et ces informations pourraient être très intéressantes pour moi et pour d'autres. Alors, cette conversation nous donne des pistes sur le fait, sur la question de si vous pouvez ou non atteindre cet objectif. Nous avons eu par exemple 10 entreprises de la chaîne de valeur qui nous donnaient des informations et dans les premiers brillants, nous avons eu des entreprises qui nous ont donné du feedback qui a été utilisé avec le groupe de travail et qui a été utile pour nos analyses. On espère quelque chose de similaire après cette consultation, quand on aura ajusté, modifié les brouillons. Donc, n'hésitez pas à participer de cet exercice qui est très utile. Alors, et si vous voyez des éléments tout au long des standards et que vous travaillez là-dessus, déjà, vous pouvez utiliser ces informations pour la conformité avec ASI. Donc, votre conformité à d'autres standards peuvent être utiles pour la conformité aux standards d'ASI. Et c'est à travers cela que votre feedback est très utile. Et s'il y a d'autres domaines que vous voulez qu'on travaille, n'hésitez pas à nous dire. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je pense pas. Alors, cela dit, je vous remercie de votre attention, d'avoir répondu à nos sondages. Et comme je dis, ça ne fait pas partie du feedback officiel, mais ça nous donne des informations, ça guide notre conversation. Donc, même si ce sont des idées préliminaires, cela nous donne beaucoup d'informations. Oui, il faut se rappeler que la date limite, c'est le 30 avril pour nous envoyer votre feedback à travers les deux sources d'informations, que ce soit surveymonkey.com ou le fichier Excel. Nous sommes tous à votre disponibilité, votre disposition, pardon. Si vous avez des questions, alors n'hésitez pas à nous contacter. Alors, je vous remercie. Merci à Chelsea et merci à notre interprète Adriana pour son travail. Alors, à très bientôt. Merci beaucoup.